à tous, je vais vous présenter un peu le suivi du coup des auxiliaires qu'on réalise sur la ferme de Germigné dans les bandes enherbées. Donc c'est un suivi du coup qui est financé via un programme qui s'appelle Agrifaune, qui consiste du coup à faire travailler ensemble les agriculteurs et les chambres d'agriculture, les fédés de chasse, sur des problématiques que peut rencontrer le monde agricole. Et donc l'idée c'est d'essayer, nous, surtout d'essayer d'apporter des réponses, de faire des suivis, des études là-dessus et d'apporter des idées un peu nouvelles. Donc du coup, voilà, au moment où on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait intégrer dans ce projet, on a entendu parler du projet d'Emmanuel. Donc du coup, ça nous paraissait intéressant de pouvoir suivre un petit peu, dans le sens où c'est quand même assez, c'est assez exemplaire sur le secteur, donc c'est un très bon sujet d'étude. Donc l'idée, c'était donc, je parle d'études, mais voilà, c'est pas du tout au même niveau que l'étude d'Anna. On va dire études avec des gros guillemets. L'idée, c'est vraiment pas on n'en sortira pas un papier scientifique, ça n'a rien de scientifique. C'est vraiment d'essayer de suivre, d'avoir des tendances et d'essayer d'orienter un petit peu et de pouvoir répondre à certaines questions qu'Emmanuel peut se poser. Mais voilà, d'un point de vue scientifique, c'est pas hyper poussé. Mais l'idée, c'était d'établir déjà un état initial de suivi des bandes enherbées après implantation. Donc, du coup, on a commencé les suivis l'année dernière, après le premier semis, il me semble. Ça. Donc l'idée ensuite, c'était de mesurer l'efficacité de ces bandes enherbées pour l'accueil des auxiliaires de culture et notamment orienter vers les prédateurs, donc carabes, guêpes parasitoïdes entre autres, des milligètes et des altises qui vont détruire le colza. Et une dernière question, c'était de déterminer lequel des deux mélanges qui avaient été implantés semblait le plus intéressant pour les auxiliaires, dans l'idée de pouvoir ensuite peut-être en choisir l'un des deux. Donc du coup, nous, on a travaillé sur la parcelle que vous avez juste là, donc qui n'est pas très loin de la ferme et qu'on va aller voir après, il me semble. Du coup, la première bande, c'est celle qui est juste à côté de la haie dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la deuxième bande qu'on a suivie, c'est une bande du coup pour le coup intraparcellaire. Donc nous, c'était intéressant pour nous de suivre à la fois une bande en bord de champ, on va dire, avec en plus l'influence de la haie qui va se mettre en place au fur et à mesure, et une bande purement intraparcellaire comme ça. Et donc sur les deux bandes, on a deux mélanges différents. Donc le mélange numéro 1, donc on a voilà, toutes ces espèces-là qui sont reprises. Donc il me semble que ça c'était celui de la COP, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et celui-là c'était le mélange fait maison, ouais. C'est ça. Donc voilà, avec des espèces un petit peu différentes. Et du coup pour l'année dernière, une dominance de bleuets comme on voit sur la photo. Donc les inventaires qu'on a mis en place, l'année dernière on était en rodage, on va dire c'était une année test aussi, donc on a fait seulement 2 passages, on verra après que pour cette année on a changé un peu ça, un passage en juillet, un passage en août et 2 méthodes, donc la méthode des pots barbeurs, donc qui consiste à enterrer un pot dans lequel on met un liquide de conservation, donc il est enterré au ras du sol, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a un pot qui est fixe pour maintenir le trou une fois qu'on le fait, comme ça on est tranquille, et un pot qui est amovible, donc ça nous permet de partir après le relever avec les pots pour les analyser en laboratoire. Donc au-dessus on remarque qu'il y a une protection, donc ça c'est tout bêtement pour éviter que la pluie ne nous remplisse nos pots, parce que donc le liquide de conservation c'est de l'eau saturée en sel avec un peu de liquide vaisselle, et donc l'idée c'est que s'il y a de la pluie qui arrive, ça va nous désaturer l'eau, donc ça marchera plus. Voilà, donc ça c'est un dispositif qu'on pose pendant une semaine, qu'on relève après, et donc ensuite on va identifier sous bino les insectes qui sont tombés dedans. Donc on va avoir tout ce qui est insectes rampants qui vont en fait tomber sans faire attention durant leur déplacement habituel. Et donc pour coupler, on a couplé ça avec un passage de filet fauchoir, donc un filet à papillons qu'on passe du coup
assez vivement au niveau du couvert pour récolter les insectes volants. Donc ça c'est une méthode qui sera moins précise que les pots barbeurs où on peut les emporter et identifier tranquillement les individus. Là on peut moins identifier à l'espèce puisque forcément il faut qu'on les relâche quand même assez rapidement derrière. Donc voilà. Donc les premiers résultats qu'on a eus, donc ça c'était au niveau des pots barbeurs. Donc on a eu énormément d'araignées dans les pots. Ensuite, ce qui vient après en termes d'abondance, c'est pas mal de carabes. Donc là, j'ai mis quelques petits exemples d'espèces qu'on a pu identifier du coup dans les pots barbeurs. Voilà, des fourmis. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, quand je mets autres coléoptères, du coup, c'est des coléoptères qui ne sont pas des carabes, mais on a différentes choses. Après, ça peut arriver qu'on ait des biais dans les pots barbeurs. Par exemple, on a eu un pot où malheureusement on a eu un petit micro-mammifère, ça devait être un petit mulot ou autre, qui est tombé dedans, qui est mort dedans. Et du coup, tout de suite, on a pas mal de coléoptères nécrophages qui vont venir. Donc forcément, voilà, ça a tendance à polluer un petit peu le pot. Ou alors un autre pot où on avait une colonie de fourmis qui n'était pas là le mois d'avant, qui s'est installée. Donc là, c'était un peu cata, ils sont tous plongés dedans. Mais sinon, voilà, on fait un peu des moyennes. Et en termes d'auxiliaires, donc on a eu quand même quelques guêpes parasitoïdes, même si on ne s'attendait pas forcément à les avoir au sol. On en a eu un petit peu, c'était pas du coup le groupe qu'on recherche précisément. De quoi? Peut-être. Après, c'est vrai qu'une fois que le couvert, c'était à une période où le couvert était très refermé, normalement, ouais, elles n'ont pas trop tendance à s'enfoncer comme ça dans le couvert, mais... voilà un petit peu de... Après là j'ai repris tous les insectes qu'on a trouvés, donc là on verra qu'il y a des choses qui ne sont pas auxiliaires. Voilà, qu'est-ce qu'on a, les punaises, c'est pas forcément ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre qui n'était pas... Voilà, là on a un petit peu de tout, mais on a des staphylins qui sont très bien. Là, donc, si je reprends ce qu'on a vu au filet fauchoir, bon, bah, forcément, on a beaucoup d'abeilles domestiques aussi qui se promènent sur les bandes, ça leur a bien plu. Mais en auxiliaire, donc, on a les cirfes, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des coccinelles qui se baladaient pas mal, les chrysopes aussi, qu'on a vu tout à l'heure, qui sont des petits insectes verts translucides comme ça, qui sont des très bons auxiliaires. Et puis après, donc pas forcément des auxiliaires entomophages, mais des pollinisateurs, donc des papillons de jour, des papillons de nuit, des guêpes, etc. Donc voilà, c'était en tout cas c'était très prometteur pour une première année. On voit qu'il y a quand même pas mal de diversité. De guêpes parasitoïdes. Non, bah en fait, c'est pour ça aussi, je vais y venir après, qu'on a réadapté le protocole pour cette année. C'est qu'en fait, finalement, le filet fauchoir, c'est pas du tout adapté pour la recherche de guêpes parasitoïdes, parce que en fait, dans le filet comme ça, on n'en avait quasiment jamais. J'en ai vu, alors ça, c'est celui de juillet. En août, si j'en ai vu un petit peu en août, on en voit une ici, mais c'est pas forcément celle qu'on cherche, elles sont vraiment grosses celles-là. Après, on a eu d'autres choses, on a eu des petites abeilles sauvages en août aussi, on a eu du coup des grandes sauterelles comme ça. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus adapté parce que c'est petit et j'aimerais bien pouvoir les identifier au genre, alors que là, bah voilà, juste avec une photo ou à l'espèce idéalement. Donc c'est pour ça, j'y viendrai après, que pour cette année, on a adapté un nouveau protocole qui va nous permettre, qui ressemble au pot barbeur et qui va nous permettre de pouvoir les identifier à l'espèce. Du coup, sur les suivis qu'on met en place cette année, je vais faire, là c'était un peu le test aussi, les périodes n'étaient pas non plus hyper idéales, c'était un peu pour se tester. Là j'ai commencé en mars et on va faire un suivi tous les 2 mois. Mais au mois d'août, il y avait moins d'abeilles domestiques et du coup j'avais un peu plus d'autres choses, j'avais un petit peu plus de diversité à côté. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que ça peut rentrer en concurrence. Et ensuite, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié uniquement les taxons entomophages, donc du coup, les auxiliaires qui vont manger les ravageurs des cultures. Et du coup, l'idée, c'était de comparer un peu l'abondance entre les différents types de bandes. Donc, la bande intraparcellaire, c'est celle où il y avait la dominance de bleuets, donc avec le mélange fait maison. Donc en fait en juillet elle a été hyper attractive parce qu'il y avait le bleuet qui était fleuri à fond et donc l'autre était un petit peu moins attractive.
Et à l'inverse, on remarque que au mois d'août, ça s'est légèrement inversé. Bon, si on avait fait une étude scientifique, je suis pas sûre que ce soit significatif, mais en tout cas, en août, les bleuets avaient fini leur floraison, et à l'inverse, cette bande-là, qui est un petit peu plus diversifiée, un petit peu plus étalée en floraison, elle était encore fleurie, donc du coup, il y a eu une légère inversion en fait au niveau de l'attrait des bandes enherbées. Donc voilà, c'est un peu la petite tendance avec les pincettes qu'on a à prendre, parce que quand on fait une étude scientifique, on compare minimum 30 parcelles, voilà, donc là c'est une comparaison avec une seule parcelle, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était histoire d'avoir des tendances, et c'est plutôt logique finalement. Par contre, finalement, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup moins dans la bande intraparcellaire. Par rapport à quoi, à la dispersion, non? Par rapport à... Oui, mais Bah, c'est une nouvelle. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle entité en fait. Le mec a été implanté Voilà. il y a que quelques mois auparavant, quoi. Donc l'année prochaine, il devrait y en avoir un petit peu plus. On espère. Après, ce qui va jouer aussi, c'est il y aura peut-être un petit peu plus de diversité floristique. Du coup, là, cette année, le bleuet a beaucoup pris le dessus. Peut-être que ça va être un petit peu plus... Le bleuet a un peu diminué, il y en a encore. Ouais. Il y aura de la marguerite, il y a de la pâture. Ouais, c'est ça. Il y a de la nature, la mauve. Après, on a vu ce matin que le bleuet était aussi très intéressant. Donc, c'est quand même intéressant de l'avoir toujours. Mais de tendre vers quelque chose peut-être d'un petit peu plus diversifié, un peu plus étalé en floraison. Parce que le bleuet, les autres plantes étaient sous le bleuet, mais en végétation freinée, quoi. Et le fait là, au printemps, puis avoir le bleuet, les autres ont pris leur dimension, quoi. Mais par contre, vous verrez, il y a des endroits, mais c'est pas partout pareil. Des endroits, il y a le trèfle blanc qui a un peu pris le dessus. Pourtant, c'est du trèfle nain. Et je crois que l'année prochaine, je vais semer moins de trèfle. J'en avais semé 1,2 kg. Je vais diminuer par 2, quoi. Mais c'est pas homogène dans toutes les bandes. Il y a des endroits où le trèfle domine, des endroits où c'est plutôt le bleuet encore, les pâquerettes. Oui. On pourra aller voir, si vous voulez, on fera le tour de la ferme là. Puis on pourra aller voir, c'est un régénérateur de prairie. C'est un semoir à la volée, avec le rouleau derrière, et puis une rangée dedans devant. Ça trie pas trop les graines, non? Non, c'est bien uniforme. C'est bien uniforme. Hein. Ouais, si, c'est bien fait. C'est le risque d'avoir tout le trèfle au même endroit et puis la grosse graine ailleurs. Quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt des problèmes de qualité de terre. Il y a le trèfle, il a morflé avec la sécheresse l'année dernière, et puis il a dû crever à des endroits. Parce que moi, dans la bande qu'on avait établie, on avait fait 4 mélanges sur une bordure pour voir un peu. Et ben toute la mauve s'était retrouvée à la fin. Ah ouais, non, j'ai pas eu ça. Ça s'était trié un petit peu dans le semoir. J'ai pas eu ça. Nous, on a fait le mélange avant à la bétonnière, puis on a semé ça tout de suite, et puis voilà. Et c'était semé à quelle période? Eh ben, on a semé début avril, le 3-4 avril. Ouais. Oui, c'est l'agitateur. Après, j'ai eu des longues discussions avec Anna sur la période de semis. Anna, elle sème plutôt ça au mois d'octobre, à l'automne. Ah, les bandes fleuries, ouais. Les bandes fleuries. Après, moi, le problème, c'est que je les sème derrière tournesol. Alors, je laboure tard. Enfin, je laboure genre début octobre, quoi, ou fin de septembre. Et puis, mon sol n'est pas assez affiné. C'est prêt à la rigueur vers le 30 octobre ou le 3 novembre. Et là, j'ai la trouille de semer à cette époque-là. Donc là, j'ai semé, on a semé à quelque chose près le 3-4 avril. Cette année, on aurait pu semer jusqu'à Noël. Ouais, cette année, c'est possible. Il faut le savoir. Donc là, du coup, à partir de ces tendances qu'on a pu sortir de ce premier suivi, ce qu'on a pu donner comme préconisation, donc en tout cas, c'est dans tous les cas, c'est de ne pas avoir de travail du sol pour pas détruire du coup les larves des guêpes, enfin de tous les auxiliaires, mais notamment des guêpes parasitoïdes ou des carapes qui vont nous intéresser, qui vont passer l'hiver du coup dans le sol. Ensuite, du coup, essayer de s'orienter au maximum vers des mélanges à floraison étalée en conservant bien les espèces précoces pour favoriser les auxiliaires, notamment les guêpes, donc de l'altise et de la méligette. Et puis, du coup, ce qu'on avait discuté, c'était de faire un broyage une année sur deux des bandes, donc soit à l'automne, soit à l'hiver, et d'alterner pour pouvoir mettre en place des bandes refuges, parce qu'effectivement, il y a des espèces qui vont être de toute façon présentes en permanence dans le couvert, donc qu'on va forcément détruire si on broie à une période ou à une autre.
Donc l'idée, ce serait d'avoir voilà, ces bandes refuges, qu'une année, elles soient sur une des bandes et puis qu'on alterne après. Et qu'elles puissent servir après de réservoir, entre guillemets, pour réensemencer, si on veut dire, enfin, voilà, pour que les auxiliaires puissent partir sur les bandes qui auront été fauchées. Donc voilà, c'est une idée à tester que je crois que tu as prévu de tester l'hiver prochain. Voilà. Notamment, par exemple, les orthoptères, par exemple, vont avoir tendance à être présents un peu tout le temps, comme la grande sauterelle. Donc effectivement, peut-être un peu vers le bas du couvert, mais dans le doute, il vaut mieux quand même éviter d'impacter. Bon, après, voilà, les insectes comme les sauterelles, c'est des bons auxiliaires. Après, les criquets, ça a plutôt tendance à être des ravageurs dans la catégorie des orthoptères. Et donc du coup, pour les perspectives, donc comme je disais, cette année, on a adapté un peu. Donc c'est un suivi qu'on poursuit en 2023 sur les mêmes bandes enherbées. Mais on a un peu fait évoluer la méthode. Donc on ajoute une nouvelle méthode pour inventorier les auxiliaires volants, qui est la cuvette jaune. Donc ça fonctionne sur le même principe que le pot barbeur, mais c'est en hauteur en fait, donc c'est sur un piquet. Et voilà, une cuvette, c'est ce qui est utilisé pour contrôler les vols de milligètes. Donc ça, on en a mis 5 aussi sur chaque bande enherbée, comme les pots barbeurs. Et donc cette année, on fera 4 passages dans l'année. On a commencé un premier passage en mars pour correspondre au vol des milligètes. Et en effet, il y en avait beaucoup dans les cuvettes jaunes. Ensuite, on fera mai, juillet et septembre. Et ensuite, en 2024, on ira comparer aussi les bandes qui auront été fauchées et celles qui n'auront pas été fauchées pour voir s'il y a un petit peu plus d'insectes dans les bandes non fauchées. Voilà. Et puis effectivement, j'ai oublié de le mettre, mais avec une perspective de peut-être plus tard aller étudier un petit peu ce qui se passe dans le couvert, mais une fois que le colza sera implanté, donc plutôt vers 2024, pour voir si les auxiliaires se déplacent. Voilà. Hop.